Bonjour, bienvenue. Guten Bonjour et Tag und bienvenue. herzlich willkommen zu unserer Je vous souhaite la deutsch-französischen bienvenue à Veranstaltungsreihe zum notre Thema zirkuläres Bauen. cycle d'événements Wir freuen franco-allemands uns sur sehr, l'économie dass Sie, dass circulaire dans le ihr am bâtiment. Nous sommes heutigen Tag hier ravis seid de vous und unser voir Webinar si zum Thema nombreux Tragwerke à im participer à notre Kreislaufdenken webinaire besucht. qui porte le titre sont Wie gewohnt wird es eine les structures Simultanübersetzung porteuses dans geben, l'économie entweder circulaire. in unsere Tout d'abord, Unterstützer. un Und ich merci möchte mich ganz herzlich aux bedanken personnes für die qui nous Unterstützung dieser ganzen soutiennent et aux organismes Veranstaltungsreihe qui nous soutiennent. bei Nouveau Tout Horizons, d'abord, bei der on tient à Baden-Württemberg-Stiftung remercier und bei der Collectivité la Européenne Fondation Nouveaux d'Alsace. Horizons, la Fondation Und Bade-Württemberg et wir la haben Collectivité verschiedene européenne d'Alsace. Unterstützungsorganisationen und wir selbst konnten das natürlich Nous auch nicht alleine tragen, so sommes eine une équipe de grenzüberschreitende plusieurs Veranstaltungsreihe. partenaires parce que c'est Und quand deshalb même un möchte peu ich ganz complexe kurz vorstellen, wer d'organiser un dieses cycle Wir d'événements überhaupt ist. transfrontaliers. Et Und dazu j'aimerais zählen vous donner Katharina quelques Bruchstedt informations von der sur INSA notre Straßburg, équipe. Katharina Fanny Brockstedt Angial de von der l'INSA Stadt und Strasbourg, Fanny Angial Eurometropole de la Straßburg, ville et Alice l'Eurométropole de Knotz Strasbourg, von Verantwortung Alice hier in Knotz Karlsruhe, de Stefanie Verantwortung Lampe à von Karlsruhe, Stéphanie Architekturschaufenster Lampe Karlsruhe de und mein Name ist David Architekturschaufenster in Seiler. Ich Karlsruhe bin et je Mitgründer m'appelle David von Seiler. Je suis Circular Black cofondateur Forest. de Circular Black Forest. Wie Je suis groß der vraiment ravie Machtstrom des Bauwesens selbst de ist und pouvoir offrir gleichzeitig ce der webinaire Zirkularität so parce qu'on häufig am parle des Interieurfest festgemacht und dann quantités vielleicht am Fenster, an de Türen, an matériaux einzelnen premiers kleinen qu'on Bauteilen. utilise et Aber der quelles sont les große, wirklich possibilités de relevante Hebel, mit dem man auch réemployer des Veränderungen fenêtres ou des portes, etc. bewirken kann, Mais si on veut liegt in vraiment der réaliser un zirkulären changement de Nutzung der paradigme, Tragwerke, il faudrait Tragwerkselemente. Und réemployer deshalb bin ich da des ganz éléments besonders structurels. darauf Et gespannt. voilà pourquoi je suis ravie de pouvoir accueillir nos Und deux intervenants damit werde ich aujourd'hui jetzt direkt et an de dich les übergeben, écouter. Katharina, Je und passe donc la freue mich parole auf à den toi, ersten Katharina, Vortrag. et nous Bevor avons das hâte passiert, möchte ich allerdings d'écouter noch darauf les deux hinweisen, dass interventions. ihr Mais sie tout bitte alle d'abord, eure Fragen in den une Chat petite stellen. Wir remarque, werden die dann posez vos sortieren und questions dans dann le darauf chat. achten, dass die Fragen Nous sich nicht allons doppeln trier und nach les dem questions, jeweiligen nous allons faire Vortrag eine kleine attention à ne Pause pas avoir des zur doublons. Beantwortung Et von suite Fragen. à chaque intervention, nous avons prévu un certain laps de Katharina, temps pour répondre aux les ist noch questions. okay? Katharina. David, kannst du kurz noch die Slide für den heutigen Tag machen? Bonjour et bienvenue, je suis Katharina Brockstedt d'Envirobat Grand Est. Je vais tout de suite commencer avec la réutilisation des structures porteuses en acier en France. Nous avons un projet très très intéressant au nord de Strasbourg, à Bouxwiller, et c'est Jérôme Tienne qui est directeur technique de la ville de Bouxwiller, et Sandra Guénet, co-gérante et chef de BOMA, qui a été assistant à maître d'ouvrage réemploi pour le projet. Bonjour à tous. Donc, on va parler en fait du réemploi d'une charpente métallique pour la construction d'un hangar logistique au centre technique municipal. Il s'avère que la commune des Bouxwiller, donc nous on est situé entre Haguenau et Saverne, au nord de l'Alsace. Il s'avère qu'on avait une ancienne friche industrielle qui est une ancienne boulonnerie, qui était un site pour lequel les élus voulaient lui accorder une reconversion. C'était un site qui avait été utilisé par les services techniques pour stocker du matériel. On sait toujours que la nature a souvent horreur du vide, et forcément dès qu'il y a de l'espace disponible, on s'approprie des lieux. Et donc, cette friche, il y avait un projet de réhabilitation. Pourtant, les services techniques avaient besoin de stockage. Et on s'est posé la question en lien avec le bureau d'études BOMA, qui était chargé en fait de nous accompagner pour le réemploi d'éléments dans le cadre de la réhabilitation de la friche. Et ce qui serait pas finalement possible de déplacer tout simplement cette charpente pour la reconstituer et lors de la reconstruction d'un hangar sur le site du centre technique municipal, sachant qu'on avait, comme on stockait beaucoup de logistique sur ce site, sur le site de la friche, à partir du moment où la friche n'était à partir du moment où la friche avait une nouvelle activité, il fallait qu'on puisse stocker ailleurs.
Donc, tout le début des études, c'était, ben voilà, est-ce qu'il est possible ou pas? Et on vous expliquera en fait ce processus ce processus intellectuel, tous les questionnements en fait qu'on a dû relever, toutes les étapes pour arriver au réemploi de cette charpente. Et on vous dit déjà, on explique, voilà, on a réussi en fait à lever en fait tous les obstacles au fur et à mesure. Donc, on était initialement sur un bâtiment industriel, 735 mètres carrés très précisément, avec une charpente métallique des années 50 et qui était posée sur une structure maçonnée, des piliers au centre du bâtiment et des murs maçonnés sur les périphéries. Un site qui s'intégrait voilà dans une structure bâtie relativement dense. Avec un collège, des bâtiments collectifs à proximité. On vous explique, voilà, pour montrer que c'est vraiment à proximité, hein. Il y a 800 mètres d'écart entre cette friche, Frichstadt, et le centre technique municipal où on a remonté cette charpente. Donc on est vraiment au cœur de la ville. On n'est pas allé très loin pour la remonter. À l'origine, il y avait déjà une réflexion sur le site du centre technique municipal qui est tout simplement une ancienne gare, hein, une ancienne gare SNCF, sur laquelle les activités techniques de nos agents ont été installées dans les années 70-80. On reconnaît le bâtiment de l'ancienne gare avec une maçonnerie en grès et avec des hangars qui ont été construits progressivement. Et le projet qui a été proposé dans ce cas-là par notre architecte, Monsieur Mans, qui se situe complètement à l'ouest du site, c'était donc de remonter en fait, de construire un hangar et qui s'intégrait parfaitement dans le site, qui permettait de clôturer en quelque sorte à l'ouest le site. À l'origine, en fait, il y avait une réflexion pour développer le site du centre technique municipal et tout simplement, hein, parce que ce projet de développement du site du centre technique municipal était antérieur à la réhabilitation de la friche. Et initialement, ce qui était prévu dans le projet de l'architecte, c'était de construire un hangar neuf, donc d'une dimension équivalente à ce qu'on avait sur le site de la friche. Et progressivement, voilà, avec ces deux projets, réhabilitation de la friche et développement du site, il s'est avéré qu'on pouvait étudier. On a commencé à avoir cette idée d'étudier ce réemploi de la charpente. Concrètement, en fait, là, on part directement en fait sur la phase travaux et on vous expliquera avec le bureau d'études BOMA, Madame Gagné, quel a été le processus intellectuel, mais tout simplement pour vous montrer, voilà, que c'est rien de complexe en fait de démonter et remonter en tout cas en phase travaux, hein, c'est vraiment pas compliqué du tout. Malheureusement, on avait de l'amiante sur la couverture, donc il a tout simplement fallu découvrir la charpente pour pouvoir accéder aux structures métalliques. Une affaire de 2 semaines, hein, tout simplement, hein. Ensuite, il y a un transport, même pas un transport exceptionnel, hein, un transport vers un atelier pour un sablage et une remise en peinture. On a eu un scan 3D du bâtiment qui a été réalisé. On voit en fait la structure initiale issue du scan en numéro 1. Une fois que la couverture est déposée, on voit très précisément la structure telle qu'elle se présente. Est-ce qu'on a des éléments qui sont tordus? Est-ce qu'on a des problèmes de corrosion? Voilà. Et est-ce qu'il y a des éléments qui manqueraient également?
Et ensuite, tout simplement, on reconstitue la future structure avec des ajouts d'éléments porteurs. Donc tous ces poteaux en fait qu'on rajoute, qui sont en rouge sur le plan et qui sont neufs, et on a complété certains éléments, notamment au niveau du pignon, parce qu'il y avait un peu de maçonnerie dans l'angle gauche du bâtiment. Le plan coupe est vu du dessus du nouveau bâtiment, donc exactement la même forme que le précédent. Et tout simplement le remontage après de cette nouvelle charpente assemblée sur des nouveaux piliers. Donc on avait étudié aussi la possibilité de réemployer des poteaux neufs. Mais là, économiquement, financièrement, ce n'était pas possible. Ça coûtait beaucoup plus cher cette fois-ci. On parlera à la fin des aspects financiers, mais ça coûtait beaucoup plus cher. La seule chose, en fait, au niveau de la structure réemployée qui était neuf, c'est tous les boulons, toutes les vis en fait qui ont été remplacés pour avoir des choses neuves. Et à l'issue du remontage, le bâtiment neuf tel qu'il se présente. Donc en termes de couverture, on est sur des panneaux sandwich, donc panneaux isolés, des murs pareil, des panneaux sandwich au niveau des murs, et voilà, tout simplement un bâtiment pratiquement carré. Très facile à exploiter pour de la logistique, qui était le besoin qu'on a retrouvé. Un bâtiment qui est aussi beaucoup plus esthétique qu'un bâtiment avec une structure neuve, puisque on aurait une charpente qui aurait été beaucoup plus épurée, beaucoup plus simple. Et voilà, tous ces V, tous ces X aussi apportent un certain charme aussi au bâtiment en lui-même. Et je vous ai mis une photo avant et après qui montre, on retrouve vraiment toutes les fermes de charpente, tous ces profilés. Ce qui change effectivement, ce sont les poteaux, les poteaux, et on n'a plus cette maçonnerie sur les côtés. Mais c'est aussi pour dire voilà que c'est pas parce qu'on réemploie une charpente qu'on doit reconstituer exactement le bâtiment de la même façon. On a aussi une capacité à l'adapter, à le compléter, à rajouter des choses. Si on avait dû trop le modifier, forcément, en fait, on se serait vraiment davantage questionné sur le réemploi. On avait une discussion à un moment avec notre architecte. Il disait, si vous voulez trop modifier, pourquoi pas plutôt partir sur un bâtiment neuf. Mais là, les besoins, le bâtiment était bien fait en fait de base, parce que il avait des bonnes proportions, des bonnes dimensions. Et il nous permettait voilà de correspondre même à un besoin un peu plus important, parce que le bâtiment ancien, voilà, il y avait certains éléments qui étaient en trop en fait, qui nous empêchaient de travailler, de circuler correctement dans le bâtiment. On avait des problèmes d'infiltration, donc il n'était pas exploitable complètement, et il n'était pas optimisé du tout. Maintenant, le bâtiment dans sa totalité, maintenant, comme on a non seulement en fait une charpente qui est réemployée, mais on a cette fois-ci un bâtiment qui est hors d'eau, on peut l'exploiter vraiment complètement, et ça apporte en plus une certaine confort vraiment très important. Je vais peut-être juste compléter encore certains éléments avant de passer la main à Boma. Ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a 20 tonnes de CO2 qui ont été calculées en économie de gaz à effet de serre.
avec le réemploi de le réemploi de cette charpente, ce qui est pas négligeable, hein, quand on compare une charpente neuve avec une charpente réemployée. Ce qui Certes, le bâtiment, la charpente, elle a été déplacée pour aller en atelier et pour subir un sablage, mais au final, voilà. Sinon, elle a fait 800 mètres cette charpente pour aller d'un endroit à l'autre. Et c'est pas même le transport vers l'atelier, c'est pas ça qui est important en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Par contre, le fait de ne pas avoir besoin de produire de nouveaux aciers, de fondre en fait les anciens aciers, ben, ça c'est quelque chose d'extrêmement important et un gain énorme en fait en matière d'économie de CO2. Voilà, alors je serai ouvert bien sûr à toutes les questions après hein, de votre part et je laisse Sandra Gagné du bureau d'études BOMA compléter aussi cette présentation. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je vais vous faire en introduction un petit peu le contexte français au niveau des assurances, en fait, comment ça fonctionne en France pour les assurances et le besoin en bureau de contrôle. Et après, on verra un petit peu les aspects techniques qui nous ont permis justement d'arriver au remploi de cette magnifique charpente. Juste pour compléter donc ce que disait Monsieur Tien, c'est que par rapport au plan, par rapport au plan de masse là qu'on voyait du haut, avec le nouveau site sur lequel le bâtiment s'est intégré, en fait, c'est le gros bâtiment qui était tout à gauche. Donc c'est vraiment le bâtiment quasi le plus gros, le plus important du site. Voilà, pour qu'on voit un petit peu l'ampleur. C'est quand même un beau bâtiment. Donc pour commencer sur la partie du contexte français, en France, en fait, il y a une obligation de souscrire à une assurance décennale pour les intervenants du chantier, donc maîtrise d'œuvre, bureau d'études, entreprise, pour tous les travaux qui touchent la solidité de l'ouvrage, la viabilité, les fondations, ossature, clos couvert, donc, et la sécurité des personnes. Donc nous, effectivement, c'était plutôt le clos couvert là, avec la structure qui nous intéressait. Vous pouvez changer les slides, s'il vous plaît. Oh. Oui. Et donc du coup, on doit en fait cette assurance décennale dans le cas de bâtiments d'établissements en fait recevant du public, quand l'immeuble dépasse une certaine hauteur, quand les bâtiments ils ont un autre usage qu'industriel ou quand les bâtiments sont situés dans une zone sismique. Donc, cette assurance décennale, c'est la garantie pour tous les professionnels du BTP. Et donc, pendant 10 ans après la réception des travaux, elle couvre les dommages qui peuvent éventuellement compromettre la sécurité ou la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à destination. Donc, c'est chose assez courante, on va dire, dans le bâtiment. Et du coup, le contrôleur technique, en lien justement avec cette garantie en fait sur les bâtiments, il a pour mission justement de vérifier que le bâtiment est bien conforme par rapport à toutes les normes, règlements, etc. qui existent en France. Et donc, il intervient vraiment à chaque étape, la conception et aussi durant l'exécution. Et une fois la construction achevée, tout au long de ces étapes de conception, exécution et à la fin, en fait, il fournit des avis qui permettent en fait de soulever des problématiques durant la conception ou la construction. Et l'entreprise adjudicataire, du coup, elle doit déclarer, en tout cas, nous, on demande à ce qu'elle déclare le remploi à son assureur, c'est important. Et on lui demande une attestation d'assurance nominative qui est spécifique au remploi. Donc là, par exemple, c'est ce qui a été demandé à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Donc, vous pouvez changer la slide, merci. Donc, aujourd'hui, le remploi, c'est une technique non courante. Donc, ça veut dire en fait que c'est pas, il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de DTU, pardon, il n'y a pas de règles qui régissent encore le remploi. Donc, c'est pour ça qu'il y a et en fait, quand le bureau de contrôle il fait sa mission de vérifier en fait et de donner des avis sur la conception et ensuite la réalisation d'un ouvrage, en fait, lui normalement il s'appuie sur un référentiel qui, dans le remploi, n'existe plus parce que du coup on n'a pas forcément les fiches techniques, on n'a pas forcément, on n'arrive pas forcément à avoir
tous les documents qui permettent de prouver que le matériau peut être réemployé avec les mêmes exigences du coup qu'un matériau neuf. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on le déclare aux assurances sous forme de technique non courante. Donc, il faut savoir que, par exemple, là, dans notre exemple de remploi de structure métallique, en fait, ce type de matériau donc métallique vraiment en structure est devenu une technique courante parce que il y a eu un travail justement pour requalifier et pour qualifier en fait ce matériau avec donc c'est le CSTB qui a fait ça, qui a élaboré un guide qui permet vraiment d'avoir toutes les recommandations pour permettre de requalifier ce matériau. Donc, dans ce contexte-là, c'est l'assistant à la maîtrise d'ouvrage réemploi et le bureau de contrôle, au travers de leurs missions respectives, qui vont accompagner la maîtrise d'ouvrage et qui vont assurer le choix et le cadre d'essai en laboratoire s'il y a besoin. Donc, par exemple, c'est le cas pour les structures et les échantillonnages pour caractériser, donc recaractériser ces matériaux. Donc, les ressources qu'on peut utiliser aujourd'hui, c'est les différents guides de la Fondation Bâtiment Énergie. Donc, c'est ce qu'on a utilisé, nous, pour réaliser ce projet vis-à-vis des structures métalliques. Mais il existe aussi d'autres matériaux et les guides Spirou qui sont également réalisés. Donc, c'est un groupement d'entités, dont le CSTB. Il va y avoir aussi des bureaux de contrôle et des professionnels du réemploi qui contribuent en fait à élaborer ces guides. Alors il faut savoir que les guides Spirou, ça ne remplace pas des normes. C'est plutôt donc en fait ces matériaux-là qui sont dans les guides Spirou, ils deviennent pas une technique courante parce qu'en fait les guides ils sont pas encore assez approfondis. Donc voilà, c'est vraiment le début de cette étude. Mais par contre, ça va guider les maîtrises d'œuvre, les AMO réemploi pour justement savoir pour chaque matériau qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir requalifier la matière. Donc, par exemple, il y a un guide sur la charpente bois, il y a un guide bientôt là qui va sortir sur le béton structurel, il y a un guide sur les briques. Et après, dans le non structurel, il y a un guide sur les tuiles, les sanitaires, armoires électriques, luminaires, moquettes, radiateurs, voilà, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir vraiment guider les différents professionnels du bâtiment pour stimuler le réemploi, que ça soit fait vraiment dans les règles de l'art, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique après sur le bâtiment. On peut changer du coup la slide. Ouais. Donc pour le réemploi plus particulièrement des structures métalliques, donc, il est possible d'utiliser des produits en structure en acier qui ne sont pas couverts par les normes européennes, donc à condition, comme ce que je disais tout à l'heure, que les propriétés essentielles de ces produits soient définies et garanties. Donc, c'est ce qu'on appelle la requalification de la matière. Et du coup, ça passe par toute une méthodologie et un processus qu'il faut mettre en place et que je vais vous expliquer du coup dans la slide que je vais vous expliquer dans les slides suivantes. Si on peut passer la slide. Merci. Du coup, pour requalifier justement ce matériau, on a eu besoin un petit peu de tous les acteurs du projet. Donc, il y avait le bureau d'études, donc c'était nous, le bureau d'études économie circulaire, donc c'était BOMA qui a, par sa mission, en fait, a pu justement mettre le doigt déjà sur cette matière. Donc, la première étape, on a fait un diagnostic, ce qu'on appelle PEMD, donc c'est un nom un petit peu barbare pour dire diagnostic des produits, équipements, matériaux et déchets qui étaient présents sur la friche STAT. Donc, c'était vraiment le lieu en fait où il y allait avoir des démolitions et des rénovations. Et ça sert en fait à faire une sorte d'inventaire des matériaux qui ont un potentiel de réemploi, mais aussi de tous les déchets qui vont être produits par le chantier. Et du coup, ce diagnostic en France, il est réglementaire, obligatoire. Et du coup, ce diagnostic, il a aussi permis de mettre en lumière en fait le potentiel en fait de réemploi, notamment de la structure métallique, et du coup de faire le lien entre ok, on a ce gisement, mais on a aussi un besoin qui est vraiment, Monsieur Tienne l'a dit,
à 800 mètres de là, on a un besoin qui est quasiment similaire. Et c'est grâce à ces diagnostics en fait qu'on arrive à mettre comme ça en avant les matériaux qui ont toujours un intérêt au réemploi. Et ensuite, notre deuxième mission, ça a été de réaliser un rapport d'aptitude à l'emploi. Donc, c'est ce qu'on appelle des preuves à l'emploi. Et du coup, c'est un document dans lequel on va lister tout ce qu'il faut faire pour que le remploi de ces structures métalliques soit possible. Donc, on met le contexte, quel était l'usage du matériau, quel sera l'usage du futur matériau ou de la future structure. Est-ce que c'est un réemploi à l'identique ou est-ce que c'est un réemploi détourné? Donc là, c'est un réemploi à l'identique, par exemple. Quelles étaient les conditions d'exposition avant la dépose, l'homogénéité du gisement, les caractéristiques mécaniques et chimiques de l'acier pour qu'on puisse vérifier le dimensionnement de la structure, les modes opératoires de dépose et de pose. Donc en fait, ce rapport d'aptitude à l'emploi, il a été transmis au bureau de contrôle qui l'a validé. Donc en le validant, il dit ok, moi je suis d'accord avec tout ce qu'il faut faire pour recaractériser la structure. Et du coup, voilà, avec toute l'équipe, c'est ce qu'on a mis en œuvre. Ensuite, également, ce qui est extrêmement important, c'est qu'avec la maîtrise d'œuvre, donc avec toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, on a décrit aussi des clauses de remploi qu'on a insérées dans le dossier de consultation des entreprises pour le marché de travaux, donc de dépose et de repose de la charpente métallique, avec voilà des critères spécifiques pour être sûr que l'entreprise, elle comprenne en fait le projet, qu'elle comprenne pourquoi on veut faire du réemploi et qu'elle comprenne en fait les tenants aboutissants du réemploi dans ce projet et l'importance avec des objectifs. Ensuite, on avait l'assistance, donc l'analyse des marchés de travaux avec l'équipe de maîtrise d'œuvre également, le suivi des actions en phase chantier et enfin le bilan des actions économie circulaire et réemploi. Ensuite, si on peut changer la slide. Le rôle du bureau de contrôle, donc qui était Socotec sur cette opération, c'est de recueillir en fait l'intégralité des documents et du coup leur analyse. Ils donnent un avis sur tous ces documents, donc phase conception et phase ensuite exécution. Donc ils contribuent à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés. Il donne son avis au maître d'ouvrage sur les potentiels problèmes d'ordre technique dans le cadre du contrat qui le lie au maître d'ouvrage. Il effectue donc une analyse de risque et il rédige donc un RICT qui est le rapport initial de contrôle technique. Donc en fait, ça permet de clôturer la mission en phase conception. Et en gros, on a tous les avis du contrôleur technique sur la conception. Donc est-ce qu'il y a des points qui sont suspendus, des points qui sont refusés, donc ou est-ce que les points sont validés. Et en fin de chantier, du coup, on a le rapport final de contrôle technique qui, là, également, donne les avis relatifs donc, au réemploi des matériaux, donc final. Donc, voilà, donc là, tout s'est bien passé. Parce que justement, on a travaillé beaucoup en amont pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est très, très important que le bureau de contrôle il soit vraiment mis au courant de ces objectifs de réemploi le plus en amont possible pour qu'ils puissent s'y préparer, pour qu'on puisse en discuter et pour qu'on puisse lever en fait tous les freins au fur et à mesure. On avait également le bureau d'études structure, donc qui est CEDIM, et en fait, donc toutes les preuves à l'emploi qui ont été rédigées par BOMA, le bureau d'études structure, en fait, on a réalisé une partie, donc il a fait un examen visuel pour voir s'il n'y avait pas des éléments de la structure qui étaient altérés avec le temps, donc corrosion, déformation, etc., etc. Il a fait, donc comme vous l'avez vu avec Monsieur Tienne, il a fait un scan numérique de la charpente et une modélisation pour pouvoir en fait contrôler le dimensionnement des structures et avoir en fait avec exactitude toutes les sections de la structure. Et avec les charges du coup avec toutes les charges d'exploitation et les charges permanentes de la future structure, il a pu contrôler ce dimensionnement et vérifier en fait que la structure était bien viable par rapport au futur projet. Et il a aussi rédigé les modes de dépose et de pose de la charpente. Ensuite, j'ai oublié un acteur très important qui est la maîtrise d'œuvre. Je m'en excuse. Donc la maîtrise, donc l'architecte qui est Monsieur Mantz, qui a également accompagné le réemploi
de sa position de maîtrise d'œuvre depuis la conception jusqu'à la réalisation. Donc lui, son rôle, c'est d'accompagner la maîtrise d'ouvrage et notamment vis-à-vis du remploi, d'intégrer en fait les clauses de remploi qui ont été rédigées par BOMA, de les intégrer en fait dans le CCTP. Donc c'est aussi des discussions. Voilà, ça se fait pas de façon unilatérale, ça se fait vraiment en équipe pour être sûr que toutes les étapes ont bien été décrites et que l'entreprise va bien comprendre son rôle. Ensuite, on peut passer à la slide suivante. Peut-être juste en fait pour compléter par rapport au travail du maître d'œuvre, c'est ce qu'il est. En fait, il a dû faire une phase avant-projet qui était un peu double. C'est-à-dire que quand on veut étudier l'aspect économique du projet de réemploi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on monte en fait un dossier, un projet en parallèle de bâtiment neuf avec une structure neuve. Donc le travail du maître d'œuvre est double parce qu'il a aussi monté en fait ce projet de construction d'un bâtiment neuf pour permettre de comparer les coûts entre le réemploi et le neuf. Donc il a un peu plus de travail forcément en phase étude. Oui, tout à fait. Et après, donc sur la slide suivante, on voit le rôle de l'entreprise. Donc l'entreprise adjudicataire du marché de la structure métallique. Donc c'est GBS Construction qui était adjudicataire. Alors, en tout cas, ce qui me semble extrêmement important et intéressant dans le fait qu'on ait réussi à mettre en place cette démarche de remploi qui est quand même assez ambitieuse, c'est en fait c'est que déjà, c'est le même maître d'ouvrage. Donc ça, c'est hyper important. C'est le même maître d'ouvrage, même si effectivement, on n'est pas tout à fait dans du remploi in situ parce que voilà, la structure, elle a un tout petit peu voyagé d'un point A à un point B. Mais du coup, on réduit énormément les complications parce que voilà, c'est un seul maître d'ouvrage qui a l'intérêt de récupérer sa structure métallique. Donc, on a réalisé un lot unique dans le marché. C'est-à-dire que l'entreprise, elle avait à la fois la déconstruction de la charpente métallique et à la fois la reconstruction sur le futur site. On en reparlera après. Donc, elle a déposé précautionneusement pour réemploi la structure. Elle avait en charge son traitement, des modifications éventuelles, le cas échéant, des petites réparations, des petits renforts, le cas échéant, et la repose de la charpente. Elle avait également la protection contre le vol des matériaux déposés jusqu'à leur repose. Ça, c'est important, surtout pour les structures métalliques, parce que du coup, ça vaut quand même cher en termes... c'est des matériaux qui peuvent se faire racheter. Donc, il fallait vraiment être sûr qu'on ne se fasse pas voler la matière. Donc, on a demandé dans l'offre à ce que l'entreprise elle décrive la méthodologie et les outils pour justement la dépose précautionneuse et la remise en état et la repose pour qu'on s'assure en fait qu'elle est bien compris et qu'on s'assure qu'en fait ça sera bien fait. On a demandé qu'il y ait une nomenclature, donc un marquage qui soit réalisé sur chaque élément de la charpente avant dépose. Ensuite, ça a été gravé au sol sur les structures pour en fait pouvoir ensuite reposer comme vraiment un mécano à l'aide d'un plan. Ensuite, on a eu la mauvaise surprise de devoir déplomber la peinture parce que la peinture était au plomb. Donc en fait, voilà, c'est un processus qui s'est rajouté. Bon, je pense que Monsieur Tien, j'en parlerai après encore. Ouais, voilà, vous en parlerez après. Donc en fait, il y a dû avoir un sablage, donc un déplombage de la peinture par sablage qui a été réalisé. C'était pas forcément prévu à la base. Et donc il y a eu une adaptation et des reprises ponctuelles. C'est normal quand on remonte une structure métallique, il y a toujours ces petites choses à faire par rapport à l'enveloppe et par rapport à la couverture. Et il y a une mise en peinture de la structure métallique aussi qui a été réalisée. Ensuite, sur la slide suivante, on voit un petit peu le retour d'expérience qu'on a eu avec cette opération. Donc déjà, je trouve que les acteurs étaient hyper volontaires de toutes parts, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, l'entreprise, même si l'entreprise, elle n'avait pas d'expérience particulière vis-à-vis du réemploi. Et en fait, c'était très fluide. Voilà, c'était très fluide. Il y a même le bureau de contrôle, tout était très fluide. Tout était, il n'y a pas eu de difficulté en fait particulière.
Hyper important, donc ce que je disais tout à l'heure, c'était 2 projets, donc la dépose d'une part et la reconstruction neuve d'autre part, mais c'était pour une seule maîtrise d'ouvrage avec un intérêt pour garder sa structure, et ça, c'est hyper important. Le lot unique, ça, c'était extrêmement important aussi. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise qui a été, enfin, le marché tel qu'il a été construit par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est qu'on avait un seul lot qui permet la dépose préservante d'une part et d'autre part la repose de la charpente. Parce que du coup, c'est qu'une seule entreprise, on ne partage pas les responsabilités, c'est l'entreprise qui a toutes les responsabilités, la continuité de la responsabilité sur toute l'opération. Donc, on ne peut pas avoir une entreprise qui dit « Ah, c'est de sa faute si les éléments sont mal déposés ou je ne sais pas quoi ». Non, c'est une seule entreprise, spécialisée et experte. Donc, c'est vraiment un charpentier métallique qui a réalisé la dépose, conditionnement, logistique, repose. Et en plus, ce qui était extrêmement facilitant, c'est que c'est un matériau qui bénéficie aujourd'hui des règles professionnelles. Donc, ça veut dire que ça devient une technique courante. Et du coup, ça facilite leur emploi en termes d'assurabilité et auprès du bureau de contrôle. Juste pour compléter le retour d'expérience aussi, ce qui est important à dire, c'est que c'est un processus à étapes en fait, notamment dans la partie études. C'est que à chaque étape en fait, voilà, à chaque moment vous franchissez en fait une étape, mais votre projet à chaque moment il peut s'arrêter. Parce que première étape, déjà on va scanner et modéliser en fait la charpente. S'il s'avère qu'au moment du scan il y a trop de pièces qui sont pliées ou trop d'éléments corrodés, le projet peut déjà s'arrêter là et tant pis. Voilà, vous avez payé un scan pour rien. Après, quand vous caractérisez l'acier, si il y a un problème en fait avec la nuance d'acier, il peut y avoir, voilà, on peut vous dire, on stoppe le projet. S'il y a un problème de portance au regard des normes actuelles, sachant que nous on avait le souhait de poser des panneaux photovoltaïques sur la nouvelle charpente, on aurait très bien fait pareil pu s'arrêter là. Et encore après sur l'aspect financier, si on calcule le coût du réemploi en le comparant avec le coût du bâtiment neuf, voilà, les élus auraient aussi pu dire ça coûte trop cher par rapport à un bâtiment neuf, on arrête le projet à ce moment-là. Donc si on se lance dans le réemploi, faut aussi se dire qu'à un moment ça peut ne pas marcher, comme ça peut très bien marcher. Il faut se dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément et dans ce cas-là, il faut être ouvert à se dire que voilà, il faut changer le projet ou l'adapter ou le modifier. Tout à fait. Quelques photos des travaux. Ouais, donc on voit là en haut à gauche la dépose précautionneuse des éléments transversaux, donc de la charpente treillis. Ensuite, on la voit. Donc voilà, c'était je sais pas si vous voyez bien, mais c'était une très très grosse grue qui a permis en fait de transporter les différents éléments de la charpente au sol. Donc, sachant que le conditionnement également était extrêmement important pour éviter qu'au sol, les éléments se voilent ou se déforment. Ensuite, là, on voit donc en bas à gauche, on voit les éléments qui sont avec la nomenclature, donc qui sont gravés sur les profilés métalliques et qui permettent en fait pendant le sablage de ne pas disparaître. Parce que si c'est juste marqué au feutre, en fait, on sable, on enlève la peinture et on enlève la marque. Alors que là, en fait, la pièce, on sait comment elle s'appelle et sur le plan de repérage, on sait où est-ce qu'on va la remettre lors de la repose. Et on voit là, juste à droite, toutes les structures métalliques qui sont en attente ou déjà sablées. Donc ça, c'est dans le hangar de l'entreprise de sablage. Donc, sachant que donc notre chantier, il est situé à Bouxwiller, que le sablage, ça a été fait à Colmar. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est à peu près à une centaine de kilomètres de Bouxwiller. Si on peut juste aller sur la photo, la slide d'après.
Et donc, au total, le transport de la charpente, c'était 230 km. Alors, soit il n'y avait que 800 mètres à faire du projet A au projet B, mais voilà, vu qu'il a fallu sabler cette charpente, elle a quand même fait un petit peu de voyage pour enlever cette peinture au plomb. Donc, au total, c'est 13 tonnes de structures métalliques qui ont été réemployées. Ce qui représente à peu près 50 tonnes d'émissions CO2 évitées. Donc, on vous a mis des équivalents parce que c'est pas forcément évident de se représenter ce que c'est. Donc, en gros, c'est 27,5 vols aller-retour Paris-New York. C'est 6715 aller-retour Paris-Berlin en TGV, ou c'est en termes d'eau, parce que c'est aussi important, c'est 152 000 litres d'eau en bouteille équivalent. Voilà. Et pour terminer, quelques éléments financiers. Donc, comme je vous disais, à la base, on avait travaillé sur un projet de hangar neuf avec un coût estimé à 600 € du mètre carré, hors frais annexes, donc tout ce qui est frais de maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle, ce genre de choses-là. On avait comparé avec un projet de réemploi tout de suite, hein, et on était légèrement supérieur. Mais si on compte uniquement strictement le bâtiment, donc sans compter les aménagements autour en enrobé, la pose d'une cuve d'infiltration de pluviale, tous les réseaux, entre 603 et 610 € du mètre carré, on était très proches en fait l'un de l'autre en avant-projet. Alors, il s'avère qu'on a fait un appel d'offres, on a consulté des entreprises, et le parti pris qu'on avait, c'est que comme cette structure, malgré le fait qu'il y ait du plomb au niveau de la peinture, elle était en hauteur, posée sur des poteaux qui la faisaient porter à 6 mètres de hauteur. Le plomb n'était pas accessible. Donc, logiquement, il n'y avait pas de problème pour les travailleurs qui travaillaient sous le hangar. Mais le souci en fait qui nous a été reporté par les entreprises qui ont soumissionné à l'appel d'offres, c'est qu'à partir du moment où on va démonter cette charpente, on va forcément couper en fait aussi certains éléments. Elle a été légèrement modifiée aussi en atelier, et donc toutes les entreprises nous ont dit vous devez impérativement intégrer en fait un sablage avec des plombages de la charpente. Donc, c'est des frais en fait supplémentaires de mémoire 80 000 € qui ont été quand même rajoutés sur ce projet. On a eu finalement aussi une belle surprise par rapport aux aides financières au niveau du FEDER, le Fonds européen de développement régional, et qui nous a permis, in fine, de contenir le coût des travaux à 580 € du mètre carré, donc finalement quelques euros de moins au mètre carré qu'un bâtiment neuf. Donc avec une surface de 735 mètres carrés, et si j'ajoute en fait tous les frais, tous les frais annexes, donc les frais de maîtrise d'œuvre, tous les bureaux de contrôle et tous les aménagements extérieurs, j'arrive à 858 000 € hors taxes dépensés sur ce chantier-là. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette présentation, et je ne sais pas si Madame Gagné, vous avez des choses à rajouter, sinon moi je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux, ça a été très intéressant. On a effectivement des questions. Alors, il y a Fanny Könnten wir Thibault de dazu Bellas. das Bildschirm teilen, beenden, damit wir die Vous pouvez arrêter de partager, s'il vous plaît? Oui. Oui, mettez fin au partage. Alors, Fanny Thibault de Bellastock a juste remarqué si le bâtiment date après 1970, le réemploi de structures métalliques entre dans les techniques courantes. Mais bon, cette fois-ci, bien sûr, c'est avant parce que ça date des années 50. Du coup,
vous avez déjà un peu répondu, en fait, toi, tu as déjà répondu, Sandra, un peu la question que tu trouves dans le chat de Judith Caspar sur les essais et des analyses complémentaires pour confirmer la conformité et la réemployabilité de l'acier. Est-ce que tu peux en dire un peu plus comment ça s'est concrètement passé, voilà. Oui, en fait, tout simplement, il faut faire des échantillons sur les structures métalliques. Donc, en gros, c'est des prélèvements qu'on vient faire sur certains tronçons en fait de la structure. Donc, ça a été réalisé sous couvert donc du bureau d'études structure. Et du coup, ces échantillons, ils sont envoyés en laboratoire. Et ces laboratoires, en fait, ils analysent justement l'acier, l'homogénéité de l'acier déjà. Ils analysent également, ils font des essais en traction. En fait, ils vont faire tous les tests qui vont permettre de caractériser mécaniquement et chimiquement l'acier pour pouvoir ensuite avoir toutes ces données et pouvoir dimensionner avec le projet, toutes les données du projet futur, la charpente. Du coup, c'est destructif si tu dis que tu découpes des bouts de la structure. Oui, en fait, tout de suite, on remet un patch pour pas fragiliser la structure. Ok. On ressoude, en fait, on ressoude l'élément qui a été coupé, sachant qu'on va prendre un élément qui a aussi subi des efforts, aussi pour voir s'il a plus de problèmes de cette manière-là. Et aussi, ce qui était important, c'est qu'on n'a pas pu ni couper, ni ressouder par n'importe quelle entreprise. Il fallait que l'entreprise soit certifiée, puisque c'est un élément, en fait, qui va être soumis c'est comme c'est un élément qui va être réemployé potentiellement. Il faut que l'assurance, en fait, puisse donner une garantie, en fait, sur la manière dont ce patch, comme vous dites, il a été remis, ressoudé. Donc voilà, il y a énormément de difficultés aussi, parce que voilà, on peut pas travailler avec n'importe qui en faisant ça. Clairement, et il y a une règle combien de poutres il faut regarder ou ça dépend, en fait, c'est le bureau. On avait la chance de pas avoir de nombreux profilés, hein. On n'avait pas toujours les mêmes profilés qui se retrouvaient sur cette charpente. Donc on en a pris trois tout simplement, un élément horizontal de mémoire et deux obliques, si je dis pas de bêtises. Oui, sachant qu'en fait, le nombre d'échantillons, il est confirmé par le bureau d'études de structure, le bureau de contrôle et le labo. Une dernière question, parce qu'il faut absolument qu'on passe à la prochaine présentation. De quel ordre est le coût supplémentaire du fait du réemploi si on isole les coûts d'ingénierie entre maître d'œuvre, assistant maître d'ouvrage, réemploi, BE, structure, mission de bureau de contrôle? Vous pouvez faire la différence? Je dirais que c'est quand même lié, en fait, lié au type de projet, parce que c'est difficile, en fait, d'expliquer ça. De mémoire, on était à peu près à 30 000 euros supplémentaires si on additionne ces différents coûts. Ok. Je suis vraiment désolée, il faut absolument qu'on passe. Il y a encore des questions qui restent, mais je pense qu'il faut les mettre à la fin si on a encore le temps, parce que sinon, David, was meinst du? Wir müssen weitermachen, ne? Nehme ich schwer an. Ja. Okay. David, il faut qu'on continue, j'imagine. Merci beaucoup à vous deux. Restez avec nous et comme ça, on peut aussi, il nous reste des questions, du temps, on peut revenir sur ces questions. Merci beaucoup. Wir kommen nun zum zweiten Teil unseres heutigen Webinars. Passons maintenant à la deuxième partie de notre webinaire. Donc, on passe de la construction d'acier et la réutilisation de ces structures à la réutilisation du béton armé. Et nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Thomas Omenhofer. Donc, il est professeur au KIT, donc pour la construction légère et la construction d'acier, pour le bois et la pierre. Et il y a quelques années, il s'est penché la question pour savoir comment on peut faire avancer l'économie circulaire dans le bâtiment et quelle est l'influence des
de ces éléments, donc du béton armé et des flux de masse. Et il s'est donc penché sur cette question et il va nous faire une petite présentation et pour nous montrer qu'il y a des techniques qui sont viables. Thomas, tu peux partager ton écran avec nous. Merci d'être là. Merci, David. Je vais maintenant partager mon écran. Monsieur Unhofer, avez-vous 2 écrans? On pourrait aller dans les questions. Tally Marx, en fait, elle voulait vraiment savoir, Monsieur Tienne et Sandra, si l'ingénierie est plus chère quand on fait du réemploi. Oui, et de combien c'est plus cher? Est-ce que si vous avez le pourcentage? J'ai répondu là. Pardon. Alors, de combien? C'est le chiffre, en fait, les 30 000 euros que j'annonçais. Hein, c'est le surcoût à peu près hein, en termes en phase étude. Autant pour l'architecte que pour le bureau de structure, le bureau de contrôle et les analyses réalisées par le CETIM et l'AMO réemploi. Il faut vraiment penser qu'on fait deux projets. Hein. On fait 2 projets en parallèle. Et forcément, si on fait 2 projets en parallèle, il y a un surcoût en fait qui est estimé. À moins que voilà la maîtrise d'ouvrage décide, dans tous les cas, elle est jusqu'au boutiste et elle veut le faire que du réemploi. Mais si on travaille voilà sur quelque chose en parallèle, forcément il y a un surcoût. Hein. Ça c'est impossible autrement. Par contre, on arrive, ça ne veut pas dire qu'en fasse travaux et in fine, au total, on soit aussi, on ait un surcoût. On l'a montré que il s'avère on avait des aides, mais voilà, c'est pas pour autant que le coût final est plus important. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe à la présentation de Monsieur Umhofer. Herr Umhofer. Sieht man jetzt den Bildschirm richtig? Jetzt perfekt. Ja, wunderbar. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Okay, ein paar anfänglichen Problemchen. Alors, après ces quelques petits soucis de démarrage, merci beaucoup. Je me réjouis d'être là et de pouvoir faire cette présentation qui concerne un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est-à-dire le réemploi d'éléments béton armés. Et on m'a demandé donc de parler du réemploi d'éléments béton armés. Et nous avons réalisé un projet de recherche donc, au KIT, donc le centre de technologie, l'Institut de technologie de Karlsruhe. Et je l'ai fait avec mon collègue qui dirige l'Institut de la construction massive et Dr. Matthias Albitz et M. Petsky m'ont donc aidé à faire cette présentation. Ce projet de recherche a été soutenu par la Fondation allemande pour l'environnement et j'aimerais vous parler du problème de l'industrie des bâtiments et de l'industrie des bâtiments parce que nous avons des fortes émissions de CO2 et il y a aussi un problème au niveau de la consommation des ressources. Près de 40% donc, des émissions de CO2 mondiales sont provoquées par le secteur du bâtiment, donc par la construction de bâtiments, d'ouvrages. Et dans le domaine du bâtiment, on utilise 15 milliards de tonnes de sable et de gravier donc en granulats. Et si vous regardez l'image en bas à droite, vous voyez que c'est une courbe exponentielle et elle reflète donc la consommation de ressources au cours des dernières années. Et c'est vraiment un très grand problème. Et quand on regarde la situation spécifique en Allemagne, on constate que plus de 50% du gisement des déchets relève du secteur du bâtiment pour la construction et aussi la démolition. Et il faut évidemment agir, il faut réduire ce gisement et il faut éviter des déchets. Il y a 2 matériaux, acier et
bois qui sont particulièrement touchés. Pour ces deux matériaux, nous avons publié un guide du réemploi en début 2025. C'est le ministère de la Construction dans le Bade-Württemberg a cofinancé ce guide. Moi et quelques collègues de Karlsruhe et de Munich avons rédigé ce guide. Actuellement, nous travaillons à la rédaction du guide pour le béton armé parce qu'actuellement, on travaille principalement avec le principe du downcycling. On crée des déchets minéraux. Vous voyez la photo en bas à droite. Ça, c'est une situation typique pour la déconstruction d'un bâtiment. On élimine l'acier de l'armature. On le récupère également pour le réutiliser. Mais les granulats sont recyclés pour être utilisés dans la construction routière. On essaye également de l'intégrer dans du béton recyclé, mais là, c'est très, très difficile de regrouper les granulats pour éviter que des espaces creux se créent. C'est-à-dire la part de ciment dont j'ai besoin pour réutiliser ces granulats est beaucoup plus élevée que pour du ciment neuf qui travaille avec du gravier. Vous pouvez vous imaginer que les émissions de CO2 pour le béton recyclé sont plus importantes que pour du béton neuf, entre guillemets. Et ça fait partie du problème. Il y a un autre problème, toute cette énergie grise qui est liée dans ce ciment ancien est complètement détruite. Voilà la base de notre projet de recherche qui est financé par la Fondation Environnement. Et, il y avait également quelques difficultés de trouver du matériau, mais il y avait quelques obstacles tout simplement que je n'ai pas trop compris. Mais nous avons quand même essayé d'identifier des solutions. L'idée était de trouver des méthodes et des procédés de démontage qui permettent de réassembler les différents éléments de construction. Tout ça, ça doit être financièrement viable, réalisable. Voilà pourquoi nous avons mis le focus sur la viabilité économique de ce projet. Nous avons donc développé un système modulaire. Il s'agissait également de développer des assemblages détachables qui permettent un réemploi. J'aimerais bien commenter les images en bas de l'écran. À gauche, vous voyez le bâtiment de départ et au milieu, vous voyez les différents éléments de façade qui permettent de construire le nouveau bâtiment. Il y a évidemment un certain nombre de questions qui se posent quand on prévoit un tel projet. Il y a des questions d'ordre méthodologique, par exemple. Comment définir une approche pour un processus de réemploi? Comment structurer un système modulaire de composants récupérés et quel type de problèmes surgissent lors de la réalisation des projets sur le terrain? À gauche, vous voyez un élément démonté qu'on essaye de scier pour avoir une coupe nette. Vous voyez également euh, un élément formateur qui permet de réaliser un forage ou un perçage et également un croquis de la construction et là un élément de vérification de la stabilité du béton. En ce qui concerne l'évaluation des éléments déconstruits, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord analyser des plans du bâtiment existant. Ensuite, il faut vérifier l'état de l'élément dans le bâtiment existant. Il y a plusieurs possibilités pour le faire. On peut peut-être réaliser un carottage pour un contrôle destructif ou passer par les examens non destructifs. Il faudrait
essayé d'évaluer le positionnement des armatures dans les bétons. Vous savez tous que ce qui se trouve dans les plans ne correspond pas forcément à la réalité. En somme, les différents éléments, les différents modules doivent être examinés sur la contamination sur les dégâts ou la conformité. Nous avons également essayé de créer un jumeau numérique pour pouvoir analyser les éléments à réemployer. Ici, vous voyez à gauche les différents éléments récupérés qu'il faut assembler. Avant de les assembler, il faut d'abord les scier, les couper, les tailler. Sur la deuxième photo, vous voyez le processus de coupage et les résultats de ce sciage. Euh, on a découpé à la fois le béton et également l'armature à l'intérieur. Et ensuite, le traitement de ces éléments où il fallait rajouter peut-être une couverture en béton par un système de moulage. Dès que l'élément est traité, on a le modèle. Le modèle permet de bien positionner les endroits où on perce des trous. Après, on nettoie les trous. On intègre également les attaches qui correspondent aux normes européennes, ETE. Je vous ai également rajouté une photo du principe d'assemblage. Vous voyez le raccord d'armature où nous avons tout d'abord un bloc en béton avec une armature en métal à laquelle on rajoute une tige qui permet de rajouter les éléments que nous avons développés. Nous avons développé des éléments spécifiques que vous voyez en bas, des détails d'assemblage qui permettent de prendre des poteaux, par exemple, ou également des éléments poutres, des éléments horizontaux. Nous avons également essayé de dimensionner les différents éléments, tout d'abord par la vérification dans le bâtiment existant et par l'examen visuel. Nous avons également essayé de tenir compte de la vérification des de l'utilisation potentielle. Les collègues tout à l'heure l'ont déjà évoqué. Dépendamment de l'utilisation de la structure, il faut prévoir des charges différentes et il faut vérifier si l'élément est assez stable. Et il faut également tenir compte d'un endommagement potentiel par le transport, etc. Et quand on change un système une structure porteuse, il y a également quelques modifications. Parce que l'élément est intégré dans une autre partie du bâtiment, par exemple, et porte des charges différentes. Et on peut utiliser les règlements existants et quand j'ai, par exemple, un matériau classifiable et quand j'ai également des éléments en acier classifiés, je peux travailler selon les normes européennes 2 ou les normes européennes 3. Et après, je peux rajouter les ETE qui correspondent à mon élément. Il y a nous avons travaillé avec un système d'injection selon Fisher. Il fallait vérifier les exigences par rapport à l'emplacement de l'élément et nous avons vu qu'il y a une évaluation technique européenne qui est utilisée principalement pour les murs et les plafonds et qu'il y a encore quelques réserves. Sur la base de tout cela,
nous avons planifié un bâtiment modèle, un bâtiment pilote, avec un dimensionnement identique au bâtiment de référence qui a été construit et prévu avec une méthode conventionnelle. Notre idée était de réemployer un maximum d'éléments dans le bâtiment de référence. Il fallait essayer de voir si qu'on peut apporter des preuves pour les raccordements. Est-ce que c'est possible également de créer une nouvelle structure porteuse pour renforcer la construction? Maintenant, moi j'ai perdu l'intervenant. Malheureusement, je n'entends plus rien. identifizieren zu können. Hier sehen wir das Referenzgebäude in Donc Straße. là, vous voyez le bâtiment de référence en ossature en béton en acier. Tout est c'était un bâtiment à 2 étages, surface au sol 25 mètres par 18 mètres. Le renforcement du bâtiment est fait par la cage escalier et 2 autres parois opposées qu'on ne voit pas ici. Et l'autre possibilité que nous avons établie, c'est de créer un bâtiment en ossature, en béton armé, où il n'y a pas de renforcement par des parois internes, ce qui demandait d'agrandir un peu le diamètre des poutres angulaires, tout simplement pour avoir une meilleure stabilité à l'horizontale. Ceci était nécessaire dû au changement de conception et de construction. Les conditions générales que nous avons considérées étaient de vérifier également la densité. Ça, c'était une difficulté supplémentaire qu'on n'a pas pu réaliser dans le cadre de ce projet. Nous avons considéré uniquement des phases A1 à A5 de la production à la construction. En comparaison, un bâtiment neuf construit à ossature en béton armé qui où nous avons utilisé une armature en acier provenant de la filière d'acier électrique et béton à l'aide de FDES existants. Nous avons également tenu compte la découpe des éléments de construction en A1, ensuite le transport des éléments de construction du site de dépose au site du traitement avec une distance de 150 km. A3 était la fabrication des raccords en acier qui permettent la modularité et la détachabilité. Ensuite, sous A4, le transport des éléments finis du site de traitement vers le nouveau chantier, 100 km. Parce que ça, c'est la distance jusqu'au nouveau site. Et A5, c'était le montage des éléments réutilisés. L'évaluation se fait sur la base des quantités utilisées. Également le temps des machines, le temps de transport, etc. Là, vous voyez le résultat. À gauche, vous voyez le bâtiment, la construction neuve avec du béton coulé sur place. Là, vous voyez les émissions CO2 en tonnes pour ce bâtiment. La part de la mâture, vous voyez en vert et la part du béton en rouge. Et à droite, vous voyez la méthode reuse avec les différentes chaînes de transport
de 50 km pour le traitement et de 100 km jusqu'à l'installation. Et on voit que pour le traitement des différents éléments, nous avons émis 5,3 tonnes de CO2 pour le transport, c'est 13 tonnes dans l'ensemble. Et si on calcule pas avec des distances aussi larges, vous avez encore un potentiel de réduction des émissions. Et vous voyez que c'est 2 tiers de moins. Je crois que c'est un résultat tout à fait acceptable. Là, vous voyez un peu quelques photos. C'est un supermarché qui a été construit dans les années 80 en Rhénanie-Palatinat. Vous voyez également l'aspect physique, visuel des différents éléments, le transport, le traitement et à droite, la construction des systèmes de fixation. Nous avons travaillé avec des poteaux et des traverses de 250 x 200 mm de diamètre. Nous avons également travaillé avec une semelle filante de 400 à 300 mm, ce qui nous a permis de créer un bâtiment ou un élément démonstrateur. Ça, c'est un élément que nous avons fait en laboratoire avec une hauteur de 3,80 m, une largeur de 4,60 m et une profondeur de 2,50 m. Quels étaient les moyens de fixation des assemblages poteaux et traverses de l'entreprise Fischer. Et à droite, vous voyez les éléments que nous avons développés. Ça, c'est de la tôle galvanisée, soudée et que nous avons utilisée pour créer cet élément et cette structure. Alors, nous développons un guide donc, pour compléter les guides existants. Donc, le but, c'est d'avoir des recommandations pour une application rapide dans la pratique. On a développé des détails d'assemblage pour différentes positions dans l'ouvrage. Alors, donc, l'assemblage entre les poteaux et les traverses. Et nous avons également des méthodes de fabrication établies et c'est une construction démontable. Ensuite, on a fait un bilan écologique. On a vu qu'on pouvait économiser 2 tiers. Donc, le potentiel est 2 tiers. Et donc, on a créé aussi des éléments de démonstration. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Thomas, pour cet aperçu très intéressant de votre projet. Oui, merci aussi pour ces images, ces illustrations. Donc, on voit le travail d'un côté, mais on a l'impression que c'est relativement simple quand on regarde le résultat. Donc, c'est un bâtiment qui n'était pas pensé selon les principes de l'économie circulaire et on voit qu'on peut quand même réutiliser certaines choses. Est-ce que tu peux mettre fin au partage de l'écran? Merci. Alors, il y a différentes questions maintenant dans le chat. Alors, je vais commencer par 2 questions en allemand. Alors, une personne souhaite savoir si vous avez des chiffres, donc pour savoir combien de bâtiments ont fait l'objet d'une telle déconstruction sélective. Alors, comment ça se passe par rapport aux procédures standards, par rapport à la démolition? Alors, on est vraiment au début. Donc, dans la construction en acier, il y a un guide. Donc, j'ai accompagné plusieurs projets en tant qu'expert. Et pour le béton armé, c'est vraiment la première fois que cela a été réalisé. Et j'espère qu'on aura très prochainement des projets réels. Y a-t-il une comparaison entre les propriétés des éléments et des informations des plans? Alors, est-ce qu'on a pu vérifier des propriétés et on a pu les vérifier sur le terrain? Oui, bien sûr, c'est un élément essentiel. Alors,
Quand on utilise ce type d'éléments, on a pu constater que l'armature qui était prévue dans les dessins était effectivement présente. Et par rapport aussi à la solidité du béton, on a pu constater que la solidité mesurée sur la pièce était supérieure à la solidité qui était indiquée par les plans. Merci. Katharina, est-ce que tu veux continuer avec les questions françaises? Oui, une question qui a déjà été posée pour Buxwiller aussi, et Étienne avait déjà répondu. Alors la question de la sécurité, quand on démonte, quand on dépose ces éléments, y a-t-il un coordinateur de sécurité, donc un coordinateur qui vérifie que tout se passe bien? Comment ça s'est passé chez vous? Mais tout d'abord, quelques mots sur Buxwiller. Alors à Buxwiller, donc la dépose s'est faite à la main. Bien sûr, il y avait des nacelles qui ont été utilisées et il y avait aussi l'image de la grande grue qui a aussi été utilisée. Von einem Sicherheitsexperten Et la begleitet. question donc était donc de savoir, y a-t-il un expert en sécurité qui accompagnait tout cela? Oui, bien sûr. Donc c'est réglementaire. Donc il faut respecter la sécurité au travail. Et pour toutes les phases de la construction, il faut prouver que la charpente et toutes les structures soient assez solides. Donc, il y a un suivi permanent. Alors, ça veut dire, est-ce qu'il faut plus avoir recours à des machines ou je pense qu'il y a, c'est vraiment encore un travail manuel. Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le chantier. Ce que je constate, il faut vraiment un changement de mentalité. Alors, quand vous prenez les entreprises de démolition traditionnelles, donc qui s'occupent de tels travaux, eh bien, on voit que cela ne marche pas. Pour la déconstruction des charpentes métalliques, et je l'ai déjà pu observer, qu'il y a tout de suite des plaintes, des réactions. Donc, il faut vraiment bien le formuler dans l'appel d'offres et il faut vraiment y penser quand on choisit les entreprises spécialisées. Parce que sinon, ces entreprises viennent avec leurs procédures classiques, comme je l'avais montré tout au début. Et ensuite, vous avez des éléments déconstruits, mais qui sont abîmés, endommagés, qui ne peuvent plus être réemployés. Et ensuite, concernant la sécurité, oui, sur plusieurs mètres, on travaille avec des robots, avec des bras robotisés. Donc, c'est vraiment complètement différent quand on a affaire à des éléments qu'on ne voudrait pas abîmer. Et concernant la question du bilan en CO2, alors avec quoi avez-vous comparé le réemploi? Alors, C1 ou C3? Donc, c'était un béton typique classique C30, pas forcément bas carbone. Non, c'est vraiment le béton classique qui est utilisé aujourd'hui. Jetzt muss ich jetzt ganz schlimm übersetzen. Alors, je dois faire la traduction. Im letzten Slide, wie heißt denn das auf Deutsch? Sind die. Alors, dans la dernière diapo. Julia oder Christina, könnt ihr mir mal bitte die letzte Frage übersetzen? Unsere lieben Übersetzerinnen. Ja. Ah, das ist schwierig, weil ihr nicht rauskommt aus dem. Also. Donc, la dernière question, est-ce qu'il y a des éléments pleins comme le plafond ou les murs ont été déconstruits? Alors, concernant le guide pour le béton armé, donc sa publication est prévue pour janvier, me semble. Et ensuite, il y a une deuxième question. Est-ce qu'on pourrait réemployer le béton sans réactiver l'armature? Donc, cela concerne la part de réemploi qui est possible. Oui, mais juste pour certaines constructions sans contrainte, parce que quand on a des éléments sur lesquels pèsent des contraintes, des forces,
Et il faut donc un système d'armature. Donc, il faut activer cette armature. Oui, cela concerne notamment les éléments en forme de barre. On le voit aussi dans le démonstrateur. Et pour le kit modulaire que tu as présenté, on voit aussi qu'il y a des éléments pleins comme les murs ou les plafonds. Alors, comment ça s'est passé au niveau de la réutilisation et au niveau des assemblages? Oui, ces éléments pleins. Alors, effectivement, nous avons développé des solutions dans le projet de recherche Recon. Donc, on a regardé ces différents éléments et c'est compliqué de réutiliser des éléments de plafond. Cela est donc dû à l'armature individuelle, mais nous avons différentes approches qui permettent de réutiliser des éléments de plafond sous forme d'éléments muraux. Alors, il y a aussi les caves auxquelles il faut penser, ou pour la formation donc des fondations. Donc, il y a différentes approches. Oui, je pense que ça pourrait être une prochaine grande étape. Donc, Christina nous a fourni la traduction. Donc, on parle des charges. Alors, est-ce qu'il faut appliquer les règles donc, pour les constructions existantes ou est-ce qu'il faut recalculer les charges avec les nouvelles règles qui s'appliquent aux Eurocodes? Alors, désolé, est-ce que vous pourriez répéter la question? Alors, quand on calcule les contraintes techniques, quelles sont les règles qui s'appliquent donc, pour les bâtiments existants ou pour les nouveaux bâtiments? Oui, quand on parle du dimensionnement. Alors, lorsque j'ai un bâtiment avec des éléments réutilisés, réemployés, donc je dois avoir un ensemble de règles qui s'appliquent aussi pour la nouvelle construction. Ce sont ces règles-là qui s'appliquent. Et une dernière question, on a déjà dépassé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets de recherche au sein du KIT? Et si oui, quels sont ces projets de recherche? Oui, on y travaille, donc, mais il y aura une suite. Très bien. Alors, c'est super, c'est très intéressant. Merci à tous ceux qui ont participé aux présentations. Alors, merci à tous les intervenants. Merci aussi aux interprètes. C'était vraiment super de pouvoir échanger malgré les barrières linguistiques. Donc, on a pu échanger au-delà de la frontière du Rhin, donc discuter des pratiques dans le bâtiment, les progrès qui se font aussi au niveau de la recherche. Voilà, donc merci d'avoir participé à notre événement. Merci aux deux interprètes et merci aux 3 intervenants. Merci, au revoir et une belle journée à toutes et à tous.